Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue nos révisions avec une révision d'un chapitre de sociologie qui est particulièrement éclairant pour comprendre certains aspects de la société d'aujourd'hui et qui propose pour cela de remonter dans les transformations du 19e siècle. Ce chapitre s'appelle Quels liens sociaux dans les sociétés où s'affirme le primat de l'individu. Ce qui fait l'intérêt de ce chapitre également, c'est qu'il permet de jeter un autre regard sur des comment dire, aspects qu'on a abordés dans d'autres chapitres, comme la famille ou l'école. Et donc, il prend du sens par rapport à ces éléments-là. Donc, je vous incite à faire des rapprochements entre ce qu'on va voir dans ce chapitre-là et ce qu'on a pu aborder ou ce qu'on va aborder dans d'autres chapitres. Alors, il n'en reste pas moins que le titre du chapitre est un peu complexe à comprendre de prime abord. Quels liens sociaux dans les sociétés où s'affirme le primat de l'individu? Que signifient ces sociétés où s'affirme le primat de l'individu? Eh ben, en sociologie, c'est une manière de désigner des sociétés qui sont individualistes. Mais attention, le sens du mot individualiste n'est pas à entendre dans son sens courant. En effet, quand on emploie dans le sens courant le terme d'individualiste pour caractériser une personne, on va souligner chez cette personne son égoïsme ou le fait qu'il pense d'abord à lui-même avant de penser aux autres. En sociologie, on emploie le terme individualiste dans un sens différent. Il prend du sens par opposition à des sociétés traditionnelles. Alors, en effet, on considère que dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire de l'Ancien Régime pour la France, eh ben, l'individu était inséré dans un groupe et la conscience collective de ce groupe primait sur la conscience individuelle. Et donc, il devait absolument adopter un comportement conforme, et c'était ce qui faisait tenir ces sociétés. Par opposition, on a des sociétés qui sont modernes, qui sont devenues individualistes, ce qui veut dire que progressivement, l'individu s'est dégagé des appartenances du groupe et a gagné une certaine autonomie. Et donc c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre-là. On va se concentrer sur les conséquences de ce passage à une solidarité organique, pour reprendre le terme de Durkheim, sur le lien social qui unit les individus. Alors tout de suite, je tiens à définir cette notion de lien social. Qu'est-ce que le lien social? Le lien social, ça désigne l'ensemble des relations sociales directes entre les individus d'une société, et plus largement tout ce qui nous unit aux autres, comme les valeurs, les normes ou une culture commune. C'est une notion qui est proche, mais qui ne se réduit pas à la sociabilité. On va dire que la sociabilité est une sous-partie du lien social. La sociabilité, ça désigne l'ensemble des relations qu'un individu a avec les autres et les formes que prennent ces relations. Est-ce que c'est des relations fortes, faibles, intenses ou moins intenses, directes ou indirectes? Donc c'est ça, cette notion de sociabilité. Donc là, on va s'intéresser à l'impact du passage à une société individualiste sur la transformation du lien social. Il y a également une deuxième partie du chapitre où on va se demander si, du fait de ces transformations, les instances d'intégration sociale traditionnelles comme la famille, comme l'école, comme le travail, vont toujours permettre une bonne intégration des individus dans la société. Est-ce que ces instances se transforment? Quel est l'impact sur l'intégration des individus? Est-ce qu'il y a des limites ou pas? Voilà. Donc, on va commencer par la première partie. Et dans cette première partie, on va observer que dans les sociétés à solidarité organique, les liens sociaux sont de plus en plus individualisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, concentrons-nous sur cette notion de solidarité organique par rapport à la solidarité mécanique. C'est des termes qui sont tirés de la thèse d'Émile Durkheim qui s'appelle De la division du travail social, publié en 1893. C'est son premier ouvrage et on considère que par là, Émile Durkheim devient un des deux grands fondateurs de la sociologie avec Max Weber. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette émergence de la sociologie au XIXe siècle? Eh bien c'est parce que le XIXe siècle est un siècle de révolution. On a d'un côté la révolution industrielle qui modifie profondément la manière dont s'organise le travail et le mécanisme de croissance dans notre société, mais on a également des révolutions démocratiques avec le passage d'une monarchie absolue à des empires et des républiques.
Et donc, par conséquent, la société se transforme et l'ordre traditionnel de la société, qui était une société d'Ancien Régime, disparaît pour faire place à un nouveau fonctionnement de la société. Et c'est ce que va observer Émile Durkheim dans son ouvrage De la division du travail social. Euh, alors, que signifie cette distinction entre solidarité organique et solidarité mécanique? Eh bien, la solidarité mécanique, c'est la solidarité qui régnait dans les sociétés traditionnelles. Ça signifie que le lien social entre les individus était fondé sur leur similitude, leur ressemblance et leur conformité aux normes, aux valeurs et aux rôles traditionnels. On voit, c'était ce que je vous disais, que dans ces sociétés-là, la conscience collective est très forte et domine ou imprègne très fortement les consciences individuelles. Donc on peut dire que comme la conscience collective est très forte, elle crée chez les individus une similitude qui va se ressentir dans leur conscience individuelle et c'est à cause de cette ressemblance qu'il y a un lien social entre les individus. C'est la notion de solidarité mécanique. Euh, Durkheim décrit le passage à des sociétés à solidarité organique. La solidarité organique, c'est ce qui va caractériser les sociétés modernes. Alors, cette fois-ci, on constate que les individus ont dégagé leur conscience individuelle de la conscience collective. Ils se sont différenciés les uns des autres. Et qu'est-ce qui fait tenir ces sociétés-là? Quelle est la forme du lien social? Eh bien, c'est la complémentarité et l'interdépendance des individus. C'est parce que les individus ont besoin les uns des autres, parce qu'ils sont différents, que ces sociétés tiennent. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce passage d'une solidarité organique à une solidarité mécanique? Eh bien, Émile Durkheim, il l'explique grâce aux transformations sociales qui affectent l'ensemble des sociétés au XIXe siècle. Quelles sont ces transformations sociales? Eh ben, c'est des transformations sociales qui sont liées à la révolution industrielle, quelque part. Et on constate que, d'une part, on a une société qui est plus importante en volume. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'individus dans la société. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh ben, on peut l'expliquer par la transition démographique. On a, en raison des progrès de la médecine, de l'hygiène, de la baisse de la mortalité infantile, et une augmentation de la natalité et une diminution de la mortalité, ce qui provoque une augmentation de la population. Donc la société, elle est plus importante en volume. Mais elle est aussi plus dense, plus importante en densité. Et cette densité, elle est d'une double nature. Elle est d'une part matérielle. On a au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, un phénomène de croissance qui augmente la production de biens et de services. Et donc, par conséquent, chaque individu va disposer d'un plus grand nombre de biens et de services, ce qui va réduire les écarts entre les individus les plus riches et les plus pauvres. Mais on a également une densité morale qui va faire qu'avec l'urbanisation, les contacts entre les individus vont être plus fréquents et plus variés qu'auparavant. Et donc, par conséquent, on va avoir cette augmentation en volume et en densité va rendre indispensable le fait de passer par une division du travail plus importante pour pouvoir organiser correctement la société. Euh, on retrouve le terme division du travail du titre de Émile Durkheim. Mais je tiens à insister sur le fait suivant, c'est que Émile Durkheim parle de la division du travail social. En effet, il insiste sur le fait que cette division du travail n'est pas seulement une division du travail au sens économique. On se souvient que l'un des premiers économistes à en parler, c'était Adam Smith, qui, dans sa recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, décrivait le rôle de la division du travail à partir d'un exemple d'une manufacture d'épingles, et il montrait que grâce à la division du travail, on avait plus de productivité, donc plus de croissance. Mais Émile Durkheim, s'il reconnaît le sens économique de la division du travail, il considère que c'est un phénomène plus large qui imprègne totalement la société. On considère par exemple que ça va influencer jusque l'organisation, par exemple, de l'enseignement, de la recherche, etc., etc., du domaine artistique, où chacun va être plus spécialisé. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que cette division du travail va provoquer le passage d'une solidarité mécanique à une solidarité organique. Comment est-ce que ça va se passer? Ça va faire que la division du travail, ça va faire que chaque individu ne va plus faire l'intégralité d'un objet, mais va avoir impérativement besoin du travail des autres et de la coopération avec les autres
pour pouvoir aboutir, finir la production. Et donc ça va rendre nécessaire la coopération entre les individus à cause de la spécialisation. Mais également la division du travail avec ses contacts plus fréquents, le fait que chacun soit plus spécialisé, fasse quelque chose qui soit différent de ce que font les autres, ça va les rendre plus conscients d'eux-mêmes et ça va accentuer la conscience individuelle au détriment de la conscience collective. Et donc on retrouve là en même temps ces aspects de diminution de la conscience collective, de la complémentarité, de l'interdépendance et de la différenciation. Euh, alors, la conséquence du passage à cette solidarité organique, ça va être une transformation des liens sociaux, du lien social qui unit les individus les uns aux autres. En effet, dans les sociétés à solidarité organique, on va constater d'une part l'affaiblissement des liens traditionnels, comme la famille, la religion ou le quartier. En effet, les personnes ont accès à des groupes sociaux qui sont beaucoup plus variés, un réseau social plus élargi et une sociabilité. Si on prend l'exemple des liens sociaux dans la ville, on constate qu'on a des liens sociaux avec beaucoup de groupes secondaires qui ne nous engagent pas totalement, mais qui sont beaucoup plus variés. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avoir cette multiplication des liens sociaux, eh ben, à chaque fois, ça va nous renvoyer à notre différence, à notre singularité, ce qui va renforcer ce sentiment de solidarité organique. Pour bien comprendre, je vous rappelle les définitions d'une part d'un groupe social, qui est un ensemble d'individus qui sont liés par des relations régulières, plus ou moins directes, plus ou moins intenses, et par la conscience d'une appartenance commune. C'est une notion qui est proche, mais qui regroupe pas totalement la notion de réseau social, puisque là, on parle du réseau social d'un individu, qui va désigner l'ensemble des relations qu'il va entretenir avec d'autres personnes ou avec des groupes sociaux. Ces relations qui peuvent être à la fois directes, mais aussi indirectes. C'est-à-dire que votre réseau social, il comprend d'un côté vos amis, mais également vos amis d'amis, etc., etc. Voilà. Ah, non, il faut également dire ça. Donc, on a d'une part les liens sociaux qui se transforment, les liens traditionnels qui s'affaiblissent, mais malgré tout, il ne faut pas dire pour autant que les liens à solidarité mécanique disparaissent totalement. En effet, ils persistent et ils conservent une certaine importance pour les individus, ce qu'on verra plus tard dans le chapitre. D'une part, quels sont ces liens à solidarité mécanique? Eh ben, ça va être des liens qui vont reposer à la fois sur des valeurs communes, des croyances communes, ce qui va former une conscience collective. Et ça va être des liens dans lesquels on va avoir également une notion d'entraide. Donc on constate que dans les sociétés modernes, eh ben, on a des associations, des regroupements pour défendre des causes, des mouvements religieux. Et donc on constate d'une part la persistance de groupes sociaux qui se basent sur une conscience collective, des consciences, des croyances et des valeurs communes. Et puis d'autre part, les solidarités familiales, qui sont des liens à solidarité mécanique, persistent dans les sociétés contemporaines et elles sont très importantes pour l'équilibre et l'épanouissement des individus. Par conséquent, une société moderne, c'est pas une société uniquement avec des liens à solidarité organique, mais c'est pour qu'elle soit équilibrée et qu'elle assure la cohésion sociale, il faut à la fois des liens de solidarité organique et des liens à solidarité mécanique. Je vous montre ce petit schéma qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Alors maintenant, on peut observer, on peut se demander quels sont les programmes, les notions à avoir et les sujets de bac qui peuvent correspondre à cette partie. Donc le programme nous dit, après avoir présenté l'évolution des formes de solidarité selon Durkheim, on montrera que les liens nouveaux, liés à la complémentarité des fonctions sociales, n'ont pas pour autant fait disparaître ceux qui reposent sur le partage de croyances et de valeurs communes. Et donc on voit que les notions qu'on a définies ensemble, c'est solidarité mécanique ou solidarité organique, sociabilité et réseaux sociaux. Alors, les sujets qui tombent sont toujours à peu près de la même forme. Soit en EC1, soit en EC3, soit en dissertation, eh ben, vous allez avoir des sujets qui vous posent la question de savoir si est-ce que le fait qu'on soit passé à une solidarité organique, est-ce que ça fait disparaître toute forme de solidarité mécanique? La réponse, c'est non, bien sûr,
Donc il faut que vous montriez, d'une part, qu'on est passé à une solidarité organique, que vous définissiez, que vous en expliquiez les causes, et en même temps que vous montriez que les liens sociaux de solidarité mécanique, basés sur la conscience commune, la conscience collective, les valeurs communes, etc., ne disparaissent pas, en donnant un exemple, par exemple une association, ou bien les liens familiaux, les solidarités familiales. Et puis, alors, je tiens à vous montrer également des sujets qui concernent les dissertations que vous pouvez avoir sur ce thème-là. Regardez, en France aujourd'hui, le lien social repose-t-il seulement sur la solidarité organique? Le plan évident que vous devez faire là-dessus, c'est d'une part de dire que le lien social repose principalement sur la solidarité organique dans les sociétés contemporaines, expliquer le passage de l'un à l'autre, mais grand 2, dire que les liens de solidarité mécanique perdurent dans ces sociétés-là. Mais observons les documents que vous pouvez avoir. Voilà le genre de document que vous pourriez avoir sur un sujet comme ça. C'est donc un document qui vous présente les motifs d'adhésion aux associations en France métropolitaine. Et donc là, le traitement que vous allez devoir faire, c'est vous poser la question quelles sont les raisons qui relèvent de la solidarité organique et quelles sont les raisons qui relèvent de la solidarité mécanique. Celles de la solidarité mécanique sont celles qui reposent sur la conscience individuelle, sur la conscience collective, pardon. Et donc, par exemple, quand vous avez défendre une cause, attendez, hop, voilà. Défendre une cause, et ben, solidarité mécanique. Faire respecter ses droits et ceux des autres, on va dire également solidarité mécanique. Être utile à la société, faire quelque chose pour les autres, donc là, conscience collective, solidarité mécanique. En revanche, pratiquer un sport, c'est plutôt solidarité organique, parce qu'elle repose sur la différenciation, sur la complémentarité. Participer à une activité culturelle ou artistique, c'est plutôt solidarité organique, parce que ça repose sur la différenciation. Épanouir, occuper son temps libre, solidarité organique, etc., etc. Donc vous devez faire ce travail de distinction en justifiant à chaque fois pourquoi est-ce que c'est de la solidarité organique ou pourquoi est-ce que c'est de la solidarité mécanique. Autre exemple de document que vous avez dans le même sujet, eh ben, c'est l'entraide familiale en fonction de la nature et des services sollicités. Et là, attention, regardez bien. Vous voyez que dans la note de lecture, vous voyez que le 94 que vous avez ici, ça signifie que vous avez le choix à chaque fois entre demander de l'aide à l'entourage ou bien rémunérer quelqu'un pour faire la même tâche. Et donc, il faut bien que vous distinguiez que si jamais vous demandez de votre aide à votre entourage, eh ben, vous vous reposez sur la solidarité mécanique traditionnelle, de conscience collective et d'entraide, alors que si vous passez par une prestation rémunérée, dans ce cas-là, vous vous basez sur quelque chose qui repose sur la division du travail, sur la division des tâches et la complémentarité, et dans ce cas-là, c'est de la solidarité organique. Donc attention, là on est dans le mécanique, oh là c'était censé être un M, hop, on va réessayer, voilà, et là on est dans la solidarité organique. J'espère que c'est clair. Et donc, vous voyez bien que globalement, ce truc-là vous montre que l'entraide familiale, elle reste vraiment importante pour tout un tas de tâches, et donc que la solidarité mécanique persiste dans les sociétés contemporaines. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première partie. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, une deuxième partie, alors, qui va nous demander déjà un travail de définition. En effet, donc là, je tiens à insister sur le fait que donc on nous demande de travailler sur l'évolution des instances d'intégration sociale et on se demande si ça remet en cause le rôle de ces instances dans l'intégration des individus. Donc c'est lié au phénomène de transformation et de passage à la société à solidarité organique. Donc on nous demande d'étudier en particulier trois instances d'intégration, la famille, l'école et le travail. Et je tiens à vous dire que ce genre de partie-là, c'est typiquement un réservoir à dissertation et à l'épreuve composée. En effet, vous pouvez avoir l'évolution de la famille remet-elle en cause son rôle dans l'intégration des individus, l'évolution de l'école, etc., etc. Commençons donc par décrire et définir ces termes-là. Qu'est-ce que ça signifie le terme intégration sociale? Eh bien,
Le terme d'intégration, ça désigne le processus par lequel un individu va appartenir à un groupe social ou un groupe social va appartenir à la société. Cette intégration, elle nécessite une double comment dire, opération. D'une part, elle nécessite un processus de socialisation. Et d'autre part, elle va nécessiter l'existence de liens sociaux. Alors, qu'est-ce que la socialisation La socialisation, c'est le processus par lequel l'individu va intégrer différents éléments de la culture de son groupe, comme des normes ou des valeurs, et ce qui va lui permettre de s'intégrer dans ce groupe-là. On distingue traditionnellement la socialisation primaire, qui a lieu pendant l'enfance, et la socialisation secondaire, qui a lieu à l'âge adulte. On distingue également la socialisation verticale, qui se fait de haut en bas, entre un adulte socialisateur et un enfant socialisé, et une socialisation horizontale, qui se fait entre personnes qui ont le même statut. Je vous rappelle également la définition des normes et des valeurs. Alors commençons par les valeurs. Les valeurs, c'est des principes idéaux, des principes moraux, auxquels tous les membres d'une société adhèrent et qui va se traduire concrètement dans leur manière de penser, de sentir ou d'agir. Par exemple, je sais pas, la solidarité, la générosité, le sens de l'effort, etc., etc. Les normes, eh ben, ça va être des moyens de mettre en œuvre ces valeurs. Ça va être des règles explicites ou implicites qui vont orienter le comportement des individus conformément aux valeurs. Par exemple, être ponctuel à son travail. Vous voyez que la norme, elle est toujours accompagnée d'une sanction, qu'elle soit explicite ou implicite. Ça, c'était des choses qu'on avait vues en première. Il faut également qu'on se demande quel est le contraire de cette notion d'intégration sociale. Eh bien, à première vue, le contraire de l'intégration, c'est l'exclusion sociale. Alors, qu'est-ce que l'exclusion sociale? C'est un double, encore une fois, ça a une double nature. C'est d'une part la pauvreté économique, le fait d'avoir un niveau de vie qui soit inférieur à 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire 1000 euros par unité de consommation, je crois, en France aujourd'hui. Et puis également, à cette pauvreté économique, vous avez une rupture des liens sociaux, c'est-à-dire que voilà, vous êtes isolé. Et donc, on voit que l'exclusion sociale s'oppose à ce phénomène d'intégration sociale, mais en même temps, les sociologues qui ont travaillé sur l'exclusion sociale ont montré que on ne pouvait pas, comment dire, opposer de manière mécanique les deux, c'est-à-dire qu'il n'existait pas une sorte de barrière invisible qui nous ferait passer automatiquement de l'un à l'autre. Il n'y a pas une limite qui va séparer l'intégration de l'exclusion. Au contraire, ils vont considérer qu'on passe de l'un à l'autre à travers un processus, à travers des étapes. Et deux sociologues ont travaillé dessus et ont mis en place des théories qui sont légèrement différentes, bien que proches. Le premier, c'est Robert Castel. Robert Castel nous parle de désaffiliation sociale. Eh ben, il va nous dire que avant le passage à l'exclusion sociale, il y a une zone de vulnérabilité. C'est-à-dire que le lien social va se fragiliser progressivement au fur et à mesure, si jamais vous perdez un emploi. C'est-à-dire que vous allez basculer d'un côté dans la pauvreté économique et que petit à petit, vous allez fragiliser, perdre vos liens sociaux. C'est-à-dire votre famille va s'éloigner, vos amis vont s'éloigner, etc., etc. Et donc, vous allez progressivement perdre la protection liée à la solidarité mécanique. Donc ça, c'est le processus de désaffiliation. Serge Pogam, un autre sociologue, lui va parler de disqualification sociale. La disqualification sociale, ça sert également à comprendre ce qui nous amène à l'exclusion. Il s'intéresse dans son ouvrage qui s'appelle justement La disqualification sociale aux personnes qui vont faire appel au service d'aide sociale, par exemple, qui vont voir une assistante sociale, qui vont demander le RSA ou des trucs comme ça. Eh ben, ces personnes vont être stigmatisées. Qu'est-ce que ça veut dire être stigmatisé? Ça veut dire avoir une sorte de marque invisible qui va vous discréditer, disqualifier aux yeux des autres. Vous allez, par exemple, si vous faites appel au service d'aide sociale, vous allez perdre progressivement la reconnaissance des autres, et puis ce qui va aussi provoquer une perte d'estime de vous-même, et puis ce qui va entraîner une difficulté, voire une impossibilité à vous projeter dans l'avenir. Et donc, on va voir que le contraire de la notion d'intégration sociale, ça va être l'exclusion sociale qui passe par la désaffiliation ou la disqualification. Euh, Enfin, alors ça c'est vraiment au cas où,
Je tiens à vous définir le terme de cohésion sociale que vous pourriez peut-être retrouver. Alors la cohésion sociale, c'est cette sorte de lien qui va unir, ce qui va faire tenir la société et qui va faire que la société forme une sorte de tout. Cette cohésion sociale, elle suppose à la fois une intégration sociale et en même temps une régulation sociale. Et cette régulation sociale, ça suppose que tous les individus acceptent l'ordre social, c'est-à-dire en même temps les normes et les valeurs, et puis en même temps le système de distribution des places et des statuts dans la société. Voilà. Là, je vous mets un petit schéma qui vous permet de résumer tout ça. Alors maintenant, passons, une fois qu'on a vu ces choses-là, passons au cœur du chapitre. Donc on va commencer par étudier l'évolution de la famille et savoir est-ce que ça remet en cause son rôle dans l'intégration sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la famille? La famille, elle a un double sens. Au sens strict, c'est le groupe conjugal ou domestique, composé des parents ou des enfants qui vivent sous le même toit. Ça se rapproche de la notion de ménage au sens de l'INSEE, mais c'est pas tout à fait ça. Le ménage, c'est un ensemble de personnes qui vivent sous un même toit, mais vous pouvez avoir par exemple une colocation qui n'est pas une famille, mais qui est un ménage. Mais famille au sens strict, groupe conjugal ou domestique. Au sens large, ça va être l'ensemble des personnes qui sont liées par le sang ou les alliances, qu'elles vivent ou non sous le même toit. Donc le premier point, si vous avez un sujet sur la famille, c'est de définir les deux sens de la famille, sens strict, sens large, et souvent, je vous conseillerais de bien distinguer, de bien préciser dans votre introduction, que vous entendez bien la différence et que vous allez parler des deux, en vous concentrant un peu plus sur la famille au sens strict, qui est vraiment plus intéressant. Donc vous voyez que la famille, regardez, tout ça, ça correspond globalement à la famille au sens strict, puis ça, c'est plutôt la famille au sens large. Mais vous voyez que la famille, c'est un ensemble de liens sociaux. Et donc on va voir que ça permet d'intégrer les membres. Donc là, on va parler d'une famille traditionnelle. Alors la famille traditionnelle, je vais me baser sur le modèle de la famille nucléaire, c'est-à-dire le modèle de famille qui régnait entre 1850 et 1960. Alors pourquoi famille nucléaire? La famille nucléaire, c'est le noyau familial, si vous voulez. Et ça fait référence à une théorie d'un sociologue américain qui avait défini ce qu'il appelait un paradigme de la famille nucléaire. Alors je vous reprends en simplifiant ce paradigme de la société, de la famille nucléaire. C'est d'un gars qui s'appelle Talcott, T-A-L-C-O-T, plus loin Parsons. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que traditionnellement, ce modèle de famille nucléaire permet l'intégration des individus. Alors, c'est quoi le modèle de famille nucléaire? Eh ben, c'est d'une part, alors qu'auparavant, la famille, elle était intégrée dans le voisinage, dans la parentèle et la société. Ça veut dire qu'on avait, par exemple, sous un même toit, et les petits-enfants, et les grands-parents, et le couple. Eh ben, on a une cellule familiale qui s'est autonomisée progressivement de tous ces autres groupes sociaux pour former une cellule, un noyau. D'autre part, à la base du couple, on a une relation amoureuse, ce qui est historiquement quelque chose de plutôt nouveau, et on a un ordre très précis, c'est-à-dire que le mariage, ça va être l'institution qui va, comment dire, renforcer la famille. En effet, le mariage va être quasiment, ça va être une norme absolument acceptée, ou quasiment absolument acceptée, et l'ordre des choses fait qu'on se marie d'abord, on s'installe ensuite, on a des enfants après. Et donc on a cet ordre-là, très clair, très souvent respecté, et en plus on a le mariage qui est renforcé par le fait qu'on ça soit globalement un mariage religieux. D'autre part, dans ce modèle de famille nucléaire, on a des rôles familiaux très clairement définis. On a l'homme qui a une fonction active vis-à-vis de l'extérieur du foyer. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui va ramener l'argent nécessaire à l'entretien du foyer. En revanche, on a un modèle où la femme est plutôt au foyer, ne travaille pas, et s'occupe d'une dimension affective du foyer, et va faire avoir en charge la santé, l'éducation de l'enfant. Euh, Attention toutefois, on a vraiment une famille où les rôles entre l'homme et la femme sont clairement hiérarchisés. Je vous donne juste un exemple. En 1970,
Eh ben, l'autorité dans une famille, c'était l'autorité paternelle. Ce qui veut dire que la mère est sous l'autorité du père. Et le père a également l'autorité sur ses enfants. En 1970, on passe d'une autorité paternelle à une autorité parentale, ce qui remet les deux parents à égalité. Eh ben, ce modèle de famille nucléaire permet d'intégrer les individus à la société. En effet, la famille, c'est d'abord une instance de socialisation. On se souvient, alors je tiens à à insister sur ce fait-là, on se souvient qu'on a vu que c'est quoi les deux critères pour l'intégration sociale? C'est, premier critère, il faut qu'on constate qu'il y ait une socialisation, et deuxième critère, il faut que ça propose des liens sociaux. Alors, est-ce que la famille répond à ces deux critères? Eh bien oui, la famille, c'est une instance de socialisation primaire, c'est-à-dire que les parents participent de manière très très importante à l'éducation des enfants, que ce soit à travers un jeu de sanctions et récompenses, à travers la familiarisation, à travers l'interaction. Donc tout ça, ça va permettre de socialiser des enfants, de lui apprendre des normes et des valeurs qui vont ensuite lui permettre de s'intégrer dans la société. Mais la famille, c'est également une instance de socialisation secondaire. On garde des contacts et la famille continue à nous apprendre des choses au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie d'adulte. D'autre part, la famille, elle, propose un certain nombre de liens sociaux variés. Alors, on va distinguer plusieurs types de liens sociaux, et je vous insiste à bien retenir cette distinction-là. Déjà, on a le lien conjugal, c'est-à-dire le lien de couple entre le mari et la femme. Ensuite, on a un deuxième type de lien qui est proposé par la famille, c'est le lien parental entre les parents et les enfants. On a également le lien entre frères et sœurs, ou bien le lien avec la parentèle, c'est-à-dire la famille éloignée, comme les grands-parents, les cousins, les oncles et les tantes. Euh, donc, est-ce que la famille propose une socialisation? Oui. Est-ce que la famille propose des liens sociaux? Oui. Donc, la famille permet une intégration des individus. Mais on se souvient également pour Durkheim, pour Bourdieu, Pierre Bourdieu, que la famille, c'est aussi une instance qui va transmettre aux individus un certain nombre de capitaux possédés par la famille. Alors ça peut être des capitaux économiques, hein, monétaires, patrimoniaux, pardon, un capital culturel également, ou un capital social. Dans le chapitre sur la structure sociale ou la mobilité sociale, on reviendra là-dessus. Donc pour toutes ces raisons, traditionnellement, la famille permet d'intégrer ses membres, mais on va voir que la famille se transforme, ce qui va remettre en cause sa capacité d'intégration. Alors, quelles sont les transformations de la famille qui remettent en cause son rôle dans l'intégration des individus? Eh bien, d'une part, on va voir que les liens sociaux proposés par la famille se fragilisent. En effet, le lien conjugal, il était fort parce qu'il y avait l'institution du mariage, et c'était un mariage pour la vie généralement. Or, on constate d'une part qu'il y a de plus en plus de couples qui sont non mariés. Alors dans ce cas-là, ça va être, on va parler de couples qui sont en concubinage, c'est-à-dire qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés. D'autre part, on a l'émergence de nouvelles formes comme le pacte civil de solidarité, qui a été établi en 2001, je crois, 2001 ou 2007, 2001. Et qui propose une alternative au mariage et qui dégage le mariage de son aspect religieux. Enfin, on a des mariages qui durent moins longtemps et qui sont plus affectés par les divorces. Les divorces ont été multipliés par 4 depuis 1960, il y en a 4 fois plus, mais également, par exemple, aujourd'hui, on atteint des taux de divorcialité très élevés. C'est-à-dire que, par exemple, on considère qu'à Paris, c'est entre un mariage sur deux et deux mariages sur trois qui finissent par un divorce. Donc vous voyez que le lien conjugal est très très fragilisé. D'autre part, on a, et c'est presque la conséquence de ce premier truc, c'est que le lien parental est également fragilisé. Et donc, il va moins permettre l'intégration des individus. On a la multiplication des familles recomposées ou des familles monoparentales, donc avec un lien parental qui est plus faible avec au moins un des deux parents. Et puis on a également le fait que dans les autres couples ou dans les autres familles, eh ben, on a souvent les deux conjoints qui travaillent en raison de l'augmentation du taux de travail des femmes. Et donc quand on a les deux conjoints qui travaillent, ça fait que les enfants sont, comment dire, non pas isolés, mais exposés à d'autres instances de socialisation, comme l'école, comme les médias, comme les groupes de pairs. Enfin, les liens de parentèle s'affaiblissent également. Les réunions familiales sont à la fois moins fréquentes et moins obligatoires. Donc pour tout ça,
La famille se transforme, les liens sociaux qui sont proposés par la famille sont plus fragiles, donc elle permet moins d'intégrer les individus. Mais également, on se souvient que la socialisation familiale, elle est particulièrement forte, c'est elle qui vient au premier, c'est elle qui marque durablement les individus. Et bien, on constate qu'il y a une double transformation. D'une part, cette famille, elle est en concurrence avec d'autres instances de socialisation. C'était ce que je vous disais, l'école, les médias et les pairs. Je vous donne juste un ou deux exemples sur les médias. On constate que au sein d'une famille, il y a une multiplication des écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, on a presque un écran par membre de la famille. Et on a en plus une territorialisation du foyer, ce qui veut dire que concrètement, vous avez votre chambre, vous pouvez fermer la porte, avoir votre ordinateur, et votre chambre, vos parents n'y rentrent pas. Et donc, ça fait que la socialisation familiale, qui était auparavant plus intense par une vie collective, là, on constate qu'il y a beaucoup plus d'isolement familial. Et puis également, on constate des pratiques de socialisation inversée, ce qui veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas les parents qui socialisent les enfants, mais c'est plutôt les enfants qui socialisent les parents, notamment sur tout ce qui est nouvelles technologies. Enfin, on constate une augmentation de l'isolement, alors que dans les années 60, on avait 6% des Français qui vivaient seuls, là aujourd'hui, 14% des Français vivent seuls. Donc pour toutes ces raisons, on constate que dans les sociétés modernes, les transformations de la famille remettent en cause sa capacité d'intégration. Cependant, la famille, elle va conserver un rôle fondamental, et on va voir que plutôt que de parler de disparition de la famille, eh ben, c'est plutôt la famille qui se transforme pour permettre aux individus de s'adapter aux transformations de la société. Et donc la famille, elle vient coller quelque part aux sociétés à solidarité organique. En effet, euh, on peut considérer que la socialisation, elle n'est pas plus faible, elle est seulement différente, puisqu'elle va favoriser le fait que chaque membre de la famille soit plus autonome et puisse s'intégrer dans une société dans laquelle il existe une division du travail social. Les rôles dans la famille sont par exemple, vous allez pouvoir être différent des autres membres de votre famille, et donc on rejoint là cette différenciation de la société à solidarité organique. Ce qui va également favoriser ces transformations-là, ça va être le travail des femmes, le fait qu'elles aient une indépendance vis-à-vis de la contraception et de l'IVG. Et donc tout ça, ça va donner aux femmes qui auparavant été soumises à l'autorité paternelle, eh ben, une autonomie et une indépendance, et leur permet de s'intégrer elles-mêmes dans les sociétés à solidarité organique. Et puis on a cette égalité, on perd la notion de hiérarchie traditionnelle, qui oblige à avoir une sorte de conscience collective forte, pour avoir une conscience individuelle beaucoup plus développée. Et ça peut se traduire par le fait que l'autorité parentale est remplacée de l'autorité paternelle. Enfin, cette socialisation, elle se traduit dans l'éducation. L'éducation des parents se transforme. Elle va encourager des valeurs comme les compétences relationnelles, la tolérance, la responsabilité, et non plus l'obéissance. Et donc on a, là encore une fois, la conscience individuelle, on encourage le développement de la conscience individuelle des enfants au détriment de la conscience collective de la famille. Et donc tout ça, ça va préparer à intégrer la société à solidarité organique. Mais comme on avait vu dans la partie précédente, eh ben, on va voir que la solidarité mécanique familiale perdure. Et notamment, c'était ce qu'on avait vu dans les tableaux que je vous avais montrés, que l'aide matérielle et financière proposée par la famille, eh ben, elle est toujours là. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire garder des enfants, d'avoir un petit service comme ça, vous allez faire appel à votre famille plutôt que de faire appel à une prestation marchande. Et donc, c'est de la solidarité mécanique. Et puis également, on va se rendre compte que cette solidarité mécanique est forte, quasiment inconditionnelle dans les périodes difficiles. En cas de divorce ou en période de chômage, vous allez recevoir de l'aide de votre famille, que ce soit vos grands-parents ou vos grands-parents. Et donc, la famille, elle joue un rôle à travers son rôle de solidarité mécanique dans les sociétés à solidarité organique. J'espère que c'était clair sur cette partie. Ensuite, on s'intéresse à l'école. On va garder exactement la même structure. On va voir que l'école permettait d'intégrer les individus, qu'elle se transforme, et on se pose la question, est-ce que ça remet en cause son rôle? Alors, traditionnellement, l'école permet l'intégration sociale. Toujours les mêmes critères. On étudie d'un côté la socialisation, les liens sociaux. Eh bien, est-ce que l'école permet une socialisation? Oui. On apprend des normes et des valeurs qui servent de base à une culture commune. La ponctualité, le respect des autres,
le sens du travail et de l'effort. Ça passe à travers par le travail des professeurs et également par le règlement intérieur, par exemple. D'autre part, est-ce que l'école permet la création de liens sociaux? Oui, encore une fois. Donc ça permet l'intégration. En effet, bah, les liens sociaux que vous développez à l'école, c'est avec des groupes de pairs. Et une des caractéristiques de ces liens sociaux que vous avez, c'est que l'école regroupe des enfants de toute origine sociale. Et donc ça permet une sorte de mixité sociale qu'on retrouve rarement après. Et donc, dans ce cas-là, la sociabilité que propose l'école, les liens sociaux sont d'une part extrêmement forts parce que c'est des liens sociaux de l'enfance, et puis, enfin de la jeunesse en tout cas, et puis d'autre part, ils vont permettre une intégration et des élèves dans des groupes sociaux et plus largement dans une société vaste. Deux autres raisons qui font que l'école a vraiment un rôle dans l'intégration des individus. D'une part, l'école permet de fournir une qualification, des savoirs qui vont permettre d'avoir un métier. Et donc, l'école va avoir une conséquence sur le niveau de salaire que vous aurez, votre niveau de diplôme, sur le métier que vous allez exercer. Donc, ça va vous permettre tout ça de vous intégrer par le travail. Et puis enfin, l'école s'est démocratisée au cours du XXe siècle, ce qui a permis pour un certain nombre d'enfants d'avoir une mobilité sociale ascendante par rapport à leurs parents grâce à des études plus longues. D'autre part, les principes de l'école s'est adapté à adopter des grands principes qui favorisent cette intégration, qui veulent renforcer cet aspect intégrateur de l'école. On a l'égalité des chances, c'est-à-dire que l'école donne le même traitement quelle que soit votre origine sociale, l'enseignement est gratuit et vous avez tous les mêmes moyens, c'est-à-dire tous les mêmes programmes, tous le même diplôme à la fin, etc. etc. D'autre part, l'école, c'est une école méritocratique où normalement, c'est pas votre origine sociale qui va définir votre diplôme, ça va être votre travail et vos performances individuelles. Alors, les deux sont pas incompatibles, on se rend compte qu'il y a des inégalités en fonction des origines sociales, mais à la base, l'école est méritocratique, c'est-à-dire que vous travaillez, vous êtes fils d'ouvrier, vous travaillez et vous avez des bonnes performances à l'école, vous allez pouvoir avoir une ascension sociale. Enfin, on a la laïcité qui a un double sens. D'un côté, c'est le refus de l'influence de la religion dans l'éducation. Il n'y a pas d'éducation partisane, mais également c'est le respect de toutes les religions. Là, on peut considérer que les transformations de l'école ont renforcé son rôle intégrateur. En effet, on a eu le phénomène de démocratisation scolaire et d'allongement de la scolarité obligatoire. Aujourd'hui, on a 70% d'une classe d'âge qui est diplômée d'une baccalauréat. D'autre part, comme on a eu un allongement de la scolarité obligatoire, les études ont une durée plus longue, et donc ce qui renforce leur rôle intégrateur. Ensuite, on a eu un rapprochement des réussites à l'école selon l'origine sociale, que ce soit selon les PCS, où quel que soit votre PCS, vous avez plus de chances d'avoir le bac aujourd'hui que vous ne l'aviez avant, que ça soit selon le genre, on se souvient que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons depuis 1971, elles sont plus nombreuses à être diplômées du baccalauréat, et depuis 1973, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Et puis enfin, on constate également que les enfants d'immigrés ont globalement des chances de réussite identiques à celles des autres. Et donc pour tout ça, l'école, elle permet d'intégrer les individus à la société. Et l'école, elle a essayé de se transformer. On va voir que c'est pas complètement réussi, mais qu'elle a en tout cas essayé pour prendre en compte la diversité des situations des élèves et pour renforcer son rôle dans l'intégration. Alors, quelles sont ces transformations de l'institution scolaire? C'est d'une part la discrimination positive avec les zones d'éducation prioritaire qui ont plus de moyens parce qu'on considère que les élèves des ZEP sont à la base défavorisés socialement. Ensuite, on a eu la création d'options de baccalauréat technologique professionnel, etc., etc., ce qui a permis de diversifier les parcours. On a eu un enseignement qui a essayé d'être plus individualisé en fonction des difficultés de l'élève, en fonction de ses besoins. Et puis on a ouvert l'institution aux parents, tout ça pour essayer de renforcer son rôle d'intégration des élèves, quel que soit leur caractère, quelle que soit leur origine sociale, quelles que soient leurs envies. Et donc voilà, ça a renforcé le rôle intégrateur de l'école. Euh,
Mais on peut dire que quelque part, une des limites de l'école qu'on avait vu dans le chapitre précédent, ça remet en cause sa capacité à intégrer. En effet, l'école, elle s'annonce comme méritocratique, dire que bah, l'origine sociale n'influence pas, mais on constate quand même qu'il y a des inégalités de réussite à l'école et de choix d'orientation qui persistent fortement. C'est la théorie de Bourdieu sur le capital culturel. Alors, c'est pas le capital économique de la famille qui va déterminer les inégalités. Pour Bourdieu, c'est le capital culturel, la proximité avec la culture entre guillemets légitime de la classe dominante. Raymond Boudon, je vous rappelle, lui, il insiste plutôt sur le fait que, à niveau scolaire égal, eh ben, on constate que selon l'origine sociale, les choix d'orientation seront inégaux. Et plus vous allez avoir de points de bifurcation dans l'orientation, et plus les inégalités vont être fortes à la sortie du système scolaire. Et donc les stratégies d'orientation des familiales, qui dépendent bah, de l'origine sociale, vont créer des inégalités à l'école. D'autre part, ben, on constate que le paradoxe d'Anderson fait que aujourd'hui, le diplôme a un rôle de plus en plus important dans l'intégration professionnelle. En effet, je vous rappelle le paradoxe d'Anderson, c'est que aujourd'hui par rapport à avant, eh ben, comment dire, à niveau de diplôme égal, vous aurez moins de chances que vos parents d'avoir une position sociale supérieure. Mais ça veut dire également que, en revanche, aujourd'hui, si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes absolument dans la merde. Et dans ce cas-là, on voit que si l'école elle donne de plus en plus de diplômes, eh ben, ça va faire que les personnes à qui elle ne donnera pas de diplôme vont être plus exposées à l'exclusion, à la désaffiliation et à la pauvreté. Aujourd'hui, chaque année, on a 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme. Et donc ces 150 000 jeunes, c'est des personnes qui vont être très très fragiles. Donc 150 000, je vous laisse imaginer, allez, sur 20 ans par exemple, c'est 150 000 personnes, ça fait 3 millions de personnes. Donc ça a une conséquence quand même très très importante. Enfin, la socialisation que proposait l'école, elle est de plus en plus en concurrence avec la socialisation que vous avez entre vous ou bien la socialisation des médias. Je vous donne juste un exemple. L'école, les profs essayent de vous faire travailler, de vous donner le goût de l'apprentissage, de l'effort, etc., etc. Il faut savoir qu'on est en permanence en concurrence avec les ch'tis contre le reste du monde, ou bien les Kardashians, et qui vous disent plutôt que voilà, si tu fais de la gonflette et tu as des tatouages, et ben ça suffit pour réussir dans la vie. T'as pas besoin de réfléchir, et donc ça va à l'opposé total de ce qu'on essaye de vous apprendre. Donc pour tout ça, aujourd'hui, l'école, elle est face à des grands enjeux et en même temps, elle permet l'intégration d'un certain nombre d'élèves, mais en même temps, elle en exclut d'autres de l'intégration sociale. Dernier point, on se rapproche de la fin. Est-ce que l'évolution des formes de travail remettent en cause le rôle du travail dans l'intégration sociale? Toujours le même truc, et ben d'abord, il faut voir que traditionnellement, le travail, ça permet d'intégrer les individus. En effet, dans les sociétés fordistes, et j'insiste sur ces sociétés fordistes, on va dire que c'est après 1945, eh ben, on avait un modèle d'emploi qui permettait d'intégrer les individus grâce au travail. En effet, c'était quoi l'emploi dans ces sociétés-là, pendant les 30 glorieuses, si vous préférez? On avait un emploi stable, qui pouvait durer toute la vie, qui était en CDI, à temps plein, avec des congés payés et des horaires prévisibles. C'est-à-dire que vous avez non seulement un salaire, donc vous participez à la société de consommation, donc vous vous intégrez, vous avez de la sécurité, même si vous êtes au chômage, même si vous avez une maladie, etc., vous avez quand même des revenus qui vous permettent de vous protéger. Et puis enfin, vous avez cette prévisibilité, ces congés payés qui vous permettent d'avoir des liens sociaux et à l'intérieur du travail et à l'extérieur du travail. Tout ça, ça fait que ça intègre. Ensuite, vous avez un système de promotion. C'est-à-dire que vous avez souvent des récits comme quoi il était rentré par le nom bas de l'échelle et puis il a terminé cadre ou cadre supérieur. Et donc le travail permettait d'avoir une mobilité sociale ascendante indépendamment du diplôme. Enfin, vous aviez des mouvements sociaux qui protégeaient les droits des salariés. Ça, on reviendra là-dessus dans un prochain chapitre. Et donc pour tout ça, le travail, ça permettait et une sociabilité à l'intérieur et à l'extérieur du travail, et un statut social, et une socialisation secondaire. Pour tout ça, donc le travail, ça vous intégrait dans la société des 30 glorieuses, dans la société de consommation, dans la société fordiste. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'il nous dit Ford? Il nous dit c'est bien de produire en masse grâce au progrès technique, mais il faut également redistribuer une partie de la valeur ajoutée
en salaire pour que, en même temps, les salariés puissent participer à la société de consommation. Et donc, le travail est vraiment une source d'intégration. C'est quoi ensuite les transformations qui le rendent moins intégrateur? Eh bien, depuis les années 80, on constate que le travail devient plus précaire. En effet, on a beaucoup de formes d'emploi qu'on va dire atypiques qui vont se développer. Alors, le modèle d'emploi atypique, c'est par rapport à cet emploi typique que je viens de vous décrire là. Emploi stable, CDI, temps plein, congé payé, horaire prévisible, enfin pas congé payé, mais en tout cas, tout ça, on a d'autres formes d'emploi qui apparaissent. Des emplois en CDD qui se multiplient, en intérim, en temps partiel, et ces formes d'emploi atypiques qui ont été multipliées par 4 depuis 1975 touchent majoritairement les jeunes, les femmes ou les immigrés. Et donc, quand vous avez un emploi atypique, eh ben, vous avez une flexibilité horaire souvent, des difficultés à obtenir un prêt, et donc vous avez des liens sociaux qui sont plus difficiles à créer et une moindre intégration sociale. En même temps, on a une augmentation du chômage très très forte depuis les années 80, 10% de chômage, on étudiera ça dans un prochain chapitre, et on a l'émergence d'une nouvelle catégorie de population qui sont les travailleurs pauvres, c'est-à-dire vous avez une partie, alors je crois que c'est 14% des personnes qui sont pauvres qui y travaillent, et donc vous pouvez travailler et en même temps être en situation de pauvreté. Et donc tout ça, ça fait qu'on a une augmentation de la pauvreté et des risques de désaffiliation, voire d'exclusion. Enfin, on a des carrières qui sont de plus en plus fragmentées. Vous restez plus toute votre vie dans la même boîte. On considère que vous allez changer 7 fois de métier au cours de votre carrière. Vous êtes en concurrence avec d'autres travailleurs et vous êtes moins protégé par des syndicats. Et donc, le travail, là où auparavant il offrait une protection et des liens sociaux, aujourd'hui il est vraiment individualisé. On pourrait dire presque au sens chacun pour soi, tel que je vous disais au départ. Et donc tout ça, ça fait que aujourd'hui, c'est plus parce que vous n'avez nécessairement un travail que vous êtes certain d'être intégré. Donc voilà. On a fini alors ce chapitre. Maintenant, il nous reste juste à étudier les sujets du baccalauréat qui peuvent tomber. Alors, je vous rappelle déjà le programme. On traitera plus particulièrement l'évolution du rôle des instances d'intégration et on se demandera si cette évolution ne remet pas en cause l'intégration sociale, famille, école, travail. Donc, on a bien fait le programme. C'est quoi les notions importantes? Intégration sociale, sociabilité, cohésion sociale, anomie, désaffiliation, disqualification. Alors, anomie, je reviendrai dessus dans un autre chapitre parce que voilà, je ne suis pas sûr que ça soit. Alors, je vous en parlerai. Voilà. Euh, donc, les sujets que vous pouvez avoir, les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l'intégration sociale? Vous montrerez que les évolutions de l'emploi fragilisent le lien entre travail et intégration sociale. Ça c'est un autre thème. Y a-t-il une remise en cause de l'intégration sociale aujourd'hui? Et donc, je tiens à traiter avec vous un ou deux sujets. Le premier sujet, vous montrerez que les évolutions de l'emploi fragilisent le lien entre travail et intégration sociale. Premier truc que vous avez, document, c'est un document comme ça, par des formes particulières d'emploi dans les salariés du privé. C'est quoi des formes particulières d'emploi? C'est ce que vous avez là, intérim, CDD, stage, contrat aidé, apprentissage. Et donc, là, il est un peu difficile à comprendre parce que l'échelle, elle est pas précisée. Là, ici, c'est des pourcents. Donc, ah si, c'est précisé là. Donc là, vous avez pourcent de l'emploi salarié du privé. Donc attention, ça n'inclut pas l'emploi public. Ici, par exemple, jusqu'à 100% qui n'est pas représenté, ça vous représente les formes traditionnelles d'emploi, c'est-à-dire CDI à temps plein, pas d'intérim, pas d'apprentissage, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on constate que là où vous aviez, par exemple, allez, on va dire 94% de l'emploi salarié du privé qui se faisait sous les formes, de formes traditionnelles, eh ben, et que vous aviez 6% de formes particulières, aujourd'hui, vous avez ce taux a quasiment doublé, et ça s'explique principalement par l'augmentation des CDD et de l'intérim. Voilà. Donc attention à bien interpréter. Et donc ce qu'il faut faire, le lien entre ça et le sujet, c'est que bien faire le lien à si vous avez une augmentation des formes particulières d'emploi, vous avez plus d'exposition à la pauvreté, à la désaffiliation, moins de liens sociaux, etc., etc., plus de mal à organiser votre emploi du temps. Un deuxième truc, c'est bon bah si vous avez du chômage, vous avez de la pauvreté et un risque d'exclusion. Et si vous avez un emploi à temps partiel, bah, vous avez plus de mal à entretenir des liens sociaux à l'extérieur de votre travail, plus vous avez
euh, plus d'exposition à la pauvreté. Alors, bon, le taux de chômage qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence entre les hommes et les femmes, alors qu'il y en avait en 1983. Donc ça traduit le fait que, en même temps, les femmes, elles participent plus au marché du travail. Et en revanche, sur les emplois à temps partiel, on constate que, allez, 80% des emplois à temps partiel, c'est des emplois qui sont occupés par les femmes. Et donc là, il y a une grande, grande inégalité entre hommes et femmes du point de vue du travail à temps partiel. Bon, ça, je vous le laisse tomber. Donc comment est-ce qu'on pourrait le traiter, ce sujet-là? Eh ben, c'est d'une part de voir que dans les sociétés fordistes, le travail permet l'intégration des individus. Euh, Tac, tac, tac. Euh, Comment dire? On montrerait dans une première sous-partie la socialisation, ensuite les liens sociaux, la consommation, le statut. Ensuite, dans une deuxième partie, on montrera que les emplois atypiques fragilisent les individus, comme on l'explique par l'augmentation du temps partiel, du CDD, de l'intérim. Les liens sociaux sont plus fragiles, protègent moins, provoquent une perte de statut, etc., etc. Et puis, enfin, que avec ces transformations, les individus sont plus exposés au risque de pauvreté, de désaffiliation et de disqualification. J'espère que c'est clair. Ensuite, vous avez quelque chose sur la famille et l'intégration sociale. Le sujet précis, c'est les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l'intégration sociale? Et vous avez les documents suivants. Premier document, on vous montre que la répartition des ménages se transforme et que vous avez de plus en plus de ménages composés d'une personne seule, d'un couple sans enfants, et que au final, le modèle de couple avec enfants diminue de plus en plus. Et donc vous avez un éclatement du modèle familial, et donc ça va faire que la famille intègre moins. D'autre part, vous avez ce document-là qui vous parle d'une famille solidaire et qui vous parle de la solidarité mécanique qui persiste dans les sociétés contemporaines. Et puis enfin, vous avez un document qui est à mettre en lien avec le premier document, c'est qu'en fonction de la composition de votre ménage, vous êtes plus ou moins exposé à la pauvreté. En particulier, si jamais vous êtes une famille monoparentale, vous avez plus de chances que les autres d'être exposés à la pauvreté. Et si vous êtes un autre type de ménage, donc un ménage complexe ou quelque chose comme ça, ou si vous êtes seul, vous êtes plus exposé à la pauvreté que les autres. Là, c'est un taux de pauvreté, attention, c'est-à-dire qu'on considère qu'en France, il y a 7,8% de la population active qui est pauvre, et ça vous distingue des sous-ensembles qui sont plus ou moins exposés à la pauvreté que l'ensemble. Et puis là, c'est une répartition en pourcents, c'est que sur ces 7,8% de Français qui sont pauvres, eh ben, on en a 24% qui sont des familles monoparentales. Donc c'est pas tout à fait le même truc. Et puis là, encore une fois, un truc qui prend du sens par rapport au document 2 sur la solidarité mécanique au sein de la famille. Alors, comment est-ce qu'on le traite? Traditionnellement, la famille permet l'intégration sociale de ses membres. Elle permet de socialiser en grand A. Il existe des liens sociaux en grand B. Elle transmet des capitaux. C'est ce qu'on a vu. Dans les sociétés modernes, les modèles de famille sont multiples et son rôle s'affaiblit. La famille est concurrencée par d'autres instances de socialisation, elle intègre moins. Les liens familiaux sont plus fragiles, elle intègre moins. Le divorce et l'isolement exposent les individus à la pauvreté, à la désaffiliation, donc elle intègre moins. Mais en 3, elle reste une instance d'intégration fondamentale. D'une part, les liens de solidarité mécanique perdurent et les transformations de la famille correspondent aux transformations de la société. Voilà ce que je vous propose. Nous avons terminé ce chapitre-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a des points que vous n'avez pas compris ou des choses que vous voulez que je réexplique. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Allez, au revoir.